Tout est politique, bonjour, merci de nous rejoindre. À la une cette semaine, l'entrée en accord sur le nucléaire iranien. En clair, Téhéran a commencé à geler l'enrichissement de son uranium. En échange, une partie des sanctions économiques ont été levées. Bonjour Christian Mallard. Bonjour. Faut-il croire à cet accord ou n'est-ce qu'un écran de fumée? Mais comment voulez-vous qu'un régime terroriste, menteur, qui est sur le point de se doter de la bombe nucléaire et qui veut étendre son hégémonie à l'ensemble du Moyen-Orient s'arrête en si bon chemin? De plus en plus de Français candidats au djihad, à la guerre sainte, des jeunes Européens qui s'engagent pour combattre aux côtés de rebelles islamistes. Bonjour Michaël Darmon. Ce phénomène était plutôt marginal, mais il s'est amplifié depuis la guerre en Syrie. Oui, on trouve même maintenant des lycéens pour partir au djihad. Alors, pas d'option djihad au bac, dit Manuel Valls. On va en parler. Tout est politique, retour sur un dossier sensible, l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Cesser toute production nucléaire militaire d'ici à la fin de l'année. Téhéran s'y est engagé et la première étape a été franchie. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont de retour à Téhéran pour surveiller tout cela. Officiellement, tout se passe comme prévu. C'est en tout cas ce qu'assure l'inspecteur en chef de l'AIEA. On l'écoute. Le processus de suspension de l'enrichissement de l'uranium à 20% a commencé et le processus de conversion de l'uranium déjà enrichi est également en cours. Christian, vous êtes toujours très sceptique quant à la bonne volonté des Iraniens, vous n'y croyez pas? Monsieur Tero Varjoranta récite bien sa leçon. Monsieur Tero Varjoranta, le porte-parole, il récite bien sa leçon. Je veux dire, bon, alors on nous dit qu'on arrête la centrale de Natanz, qu'on arrête la centrale de Fordo, qui est sous les montagnes, et qu'on arrête la production d'eau lourde à Arak. Moi, je veux bien, mais l'AIEA n'a pas tous les moyens pour mener à bien ces inspections. Elle l'a dit depuis le début, ils n'ont pas les moyens financiers. Ça coûte trop cher, ça coûte très très cher. Donc déjà au départ, on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens pour mener une inspection qui soit dite sérieuse. Et puis encore une fois, voilà un pays, et c'est Benyamin Netanyahou qui, avec beaucoup de raisons, a dit, mais ils sont tout proches de l'obtention de cette bombe nucléaire. Ils vont pas s'arrêter en si bon chemin, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce pays est déterminé à aller jusqu'au bout, donc ils achètent le temps, ils gagnent du temps. Aujourd'hui, Michaël, on va leur débloquer 4 milliards 200 millions de dollars parce qu'ils ont commencé, soi-disant, à geler une partie de toute façon. C'est donnant-donnant. Mais le but du jeu, c'est que jusqu'au bout, il leur faut 30 000 milliards de dollars qui vont obtenir du pétrole, puisqu'ils ne peuvent plus exporter le pétrole. Donc là, on va les attendre au tournant en disant qu'il faut un maximum de concessions. Et si c'était vrai? On pose la question simplement comme ça. Et si effectivement il n'y avait pas une volonté de, tout simplement, comme vous venez de le dire à l'instant, c'est très important sur le pétrole, de faire en sorte que l'Iran redevienne un acteur majeur de l'OPEP, fixe les prix et change complètement la donne en ce qui concerne les relations au sein des pays pétroliers. Mais la question, est-ce que vraiment l'Iran ne va pas avoir la bombe atomique? Est-ce que finalement tout ça, ce ne sont pas des gesticulations? Des gesticulations, je suis d'accord. C'est pas un peu simple ou un peu court de dire, au fond, tout ça c'est gesticulation, c'est pas vrai. Reprenez l'histoire de ce pays. Et si on était face à un bouleversement majeur de la donne géostratégique et politique en ce moment? Un seul instant, ce pays a toujours été hégémoniste, de toute façon. Il a toujours voulu apprendre des pleins pouvoirs, même du temps du Shah. Le Shah avait déjà des visions pour contrôler tout le Moyen-Orient. Donc les ayatollahs n'ont pris que la succession du Shah. Est-ce que d'après vous, Barack Obama veut gagner du temps en espérant peut-être que l'Iran change de régime un jour tout en ayant l'arme nucléaire? Je vais répéter ce qu'on ne cessera de répéter. Barack Obama, il pense, et il rêve en même temps, que l'Iran peut jouer un rôle de stabilisateur dans tout le Moyen-Orient, parce qu'en effet, l'Iran peut calmer, s'il le souhaite, les Syriens, calmer le Hezbollah, tout ça à la frontière d'Israël. Mais moi, je vois que pour l'instant... Je repose la question, et si c'était vrai? Non, alors justement, non, je pense que non. Non, ils ne peuvent pas, parce qu'en plus, ils sont en train d'envoyer des camions et des camions d'armes sophistiquées et tout, pour aider la Syrie à lutter contre les rebelles, contre Al-Qaïda, contre les frères musulmans. Voilà, justement, on va voir justement le président Obama, vous le dites, a besoin du président Rouhani en ce qui concerne l'Irak, l'Afghanistan et notamment la Syrie. On le voit à l'image, à Genève pour la première fois, représentants du régime syrien et opposition ont répondu présents à la conférence pour la paix. Christian. Écoutez, là c'est pareil. Il y a beaucoup de vœux pieux. C'est un dialogue de sourds. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Là, on le voit bien.
on a convoqué des gens autour d'une même table, avec d'un côté M. Ahmed Jarba, qui ne représente pas tous les rebelles qui se battent contre Bachar el-Assad sur le terrain en Syrie, et donc qui parle un peu pour lui-même à une fraction de ces rebelles. Et puis de l'autre côté, vous avez Walid Moallem, que je connais, qui est ministre des Affaires étrangères. Mais il n'y a rien à négocier, circuler, il n'y a rien à voir. Ces gens-là arrivent avec on ne négocie pas le départ de Bachar. Que réclame le Conseil national syrien? Alors là, on accuse souvent les médias d'être sans mémoire et amnésiques, mais là, c'est bien la communauté internationale et les dirigeants occidentaux qui veulent nous faire de l'amnésie. On a totalement rayé d'un trait de plume ce qui s'est passé il y a quelques mois, où on avait tous les dirigeants, François Hollande, Barack Obama, qui disaient on ne laissera jamais un dirigeant qui gaze des enfants il est là. faire... Il est là. Effectivement. Il va rester. Et on lui donne un permis de tuer. Je suis en train de vous dire. Il va rester. Et en plus, les Russes vont le maintenir, l'Iran va le maintenir, le Hezbollah va le maintenir. Tous les Occidentaux, tous les Français cherchent à renouer avec Bachar el-Assad. Les Israéliens sont finalement sans contents. Parce que ça les arrange plus que d'avoir les... C'est la seule solution. Elle est où la morale avec laquelle on nous a bassinés pendant des semaines et des semaines et des heures de là, on est en parce qu'il n'y a qu'une solution, finalement. On est en plein vœu pieux. On a réuni ces gens. Cette conférence au bord du lac de Montreux, enfin de Genève, elle coûte combien? Je voudrais savoir combien elle coûte. Tout ça pour arriver au point où on leur dit, à ces révolutionnaires, enfin ces rebelles, on leur dit, oui, vous avez demandé, il faut que la Syrie respecte l'accord de juin 2012 qui stipulait qu'on donne tous les pouvoirs exécutifs à un gouvernement de transition, ça voulait dire départ de Bachar el-Assad. Et là, vous avez raison, Michael. Michael. Elle est là, la vraie gesticulation. Oui. Elle n'est pas tant sur peut-être ce qui se passe en ce moment avec l'Iran et les États-Unis. La vraie gesticulation, la vraie manipulation, en fait, elle est là. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, quelques mois, on était en train de sauver la morale mondiale. On parlait de frappe sur la Syrie. Frapper la Syrie parce qu'il avait gazé les enfants. Et là, maintenant, c'est terminé. On revient à ce que dit M. Poutine. Bientôt, on va le recevoir à Paris. On revient à ce que dit M. On risque de l'inviter de nouveau. Oui, il y aura des tapis rouges encore. Marie, on revient à ce que dit M. Poutine. Les Occidentaux, vous avez commis des erreurs, je le répète, et Poutine n'a peut-être pas tort là-dessus, en lâchant Moubarak à l'époque, en lâchant Ben Ali, en lâchant Kadhafi. Moi, je ne veux pas lâcher Bachar el-Assad, pour des raisons stratégiques. Et là, l'Occident, en effet, vous avez raison, et sans doute Netanyahou pense la même chose, vaut mieux Bachar que d'avoir les frères musulmans, les salafistes et Al-Qaïda en Syrie. C'est ça la réelle politique. Vaut mieux avoir gazé son peuple et rester en place. Bachar el-Assad a dit qu'il se présenterait lors des prochaines élections. Avec des élections libres et transparentes. On verra cela. On va rester en Syrie avec l'autre grand dossier de la semaine, le phénomène plutôt inquiétant de ces jeunes Français qui partent y combattre au nom de l'islam. Le phénomène n'est pas nouveau, mais depuis le début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, de plus en plus d'Occidentaux, et parmi eux des Français, s'engagent dans des conflits aux côtés de djihadistes islamistes. Le ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, a révélé cette semaine des chiffres plutôt inquiétants. Écoutez. Sur les autres conflits, je pense à l'Afghanistan, à la Somalie, au Mali, les Français ou les résidents en France qui se rendaient sur ces pays pour combattre au sein de rangs djihadistes étaient quelques dizaines. Là, et le président de la République l'a rappelé il y a quelques jours, il s'agit de près de 700 Français ou individus résidant en France qui sont recensés et plus ou moins impliqués par rapport au conflit en Syrie. Michael, c'est des inquiétant. Français, 700 Français, dont des mineurs maintenant, parce que c'est ça en fait la nouveauté donc, dans le phénomène que dénonce Manuel Valls. On verra aussi après pourquoi finalement il décide de réouvrir ou de refocaliser l'attention sur ce dossier. Ça montre également la manière dont, et ces nouvelles filières en réalité, montrent aussi la manière dont les services de renseignement français sont un petit peu dépassés ou risquent d'être dépassés, d'ailleurs le ministre l'admet également, par justement les nouvelles manières d'embrigader. C'est plus maintenant par les lieux traditionnels, mosquées ou partis politiques. C'est plus le phénomène de pauvreté dans les banlieues. C'est Internet, tout simplement, oui, Internet, voilà. D'une manière pratiquement individuelle. Les jeunes s'inscrivent, peut-être parfois en mal tout simplement d'aventure ou de simplement de but dans la vie, et partent donc au djihad, où ils se retrouvent
tout d'un coup confinés dans des endroits où il faut faire des tâches absolument subalternes qui n'ont rien à voir avec est-ce que vous pouvez confirmer qu'en même temps, est-ce que vous pouvez nous confirmer, Michael, qu'en même temps, nos services, donc la DCRI et tout, qui ont apparemment fait un nettoyage dans certaines mosquées où il y avait beaucoup d'imams radicaux, de prédicateurs radicaux, qui endoctrinaient ces jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup moins en France, parce qu'on dit toujours quand même que dans certaines banlieues... Oui, mais justement, on montre bien que le phénomène qui est remontré là explique bien que ça n'est plus probant, ça n'est plus finalement le sujet d'avoir contrôlé, de contrôler. Bien sûr qu'il faut contrôler, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire, mais en même temps, on voit bien que la manière aujourd'hui d'être en contact pour ces jeunes Français en particulier, d'être en contact avec ces réseaux, c'est tout simplement de façon individuelle, par le net, par des voyages qui s'organisent où tout le monde se retrouve en Turquie. Je voudrais rappeler que Mohamed Merah avait fait un séjour au Waziristan. Pourquoi ce phénomène prend de l'ampleur, d'après vous? Est-ce que c'est le contexte, les printemps arabes jouent-ils? Je pense qu'ils ont été très influencés par les printemps arabes, que ça joue un grand rôle. Et je disais à l'instant, Mohamed Merah était passé par le Waziristan. Mais c'est intéressant surtout, c'est que l'affaire dernière que met en lumière Manuel Valls, notamment des lycéens qui sont partis, 2 lycéens en particulier, dont les parents se sont alarmés, viennent de Toulouse. C'est là, pour le coup, on se retrouve avec, bien sûr, le traumatisme lié à l'affaire Merah, traumatisme politique, mais traumatisme également policier. Parce qu'il y a effectivement une filière en Midi-Pyrénées qui est assez active pour pouvoir engager ou inciter et des quartiers durs, des quartiers durs comme le Mirail à Toulouse, des quartiers durs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est on retrouve en fait cette notion politique qu'avait dénoncé souvent Manuel Valls de l'ennemi intérieur qui est celle donc de l'islam radical. On a entendu ces jeunes qui s'enrôlent justement aux côtés des djihadistes dire nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là simplement pour aider nos frères musulmans à combattre des dictateurs. Sont-ils crédibles? Est-ce qu'ils vont basculer un jour ou l'autre? Moi, je ne pense pas qu'ils sont crédibles, ils peuvent basculer. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur le fait qu'ils peuvent être endoctrinés, suivis par des réseaux islamistes puissants, comme il en existe par exemple en Angleterre. Le retour en France surtout, c'est surtout ça. En Angleterre, par exemple, vous avez les mêmes types de réseaux encore beaucoup plus dangereux que ceux que nous avons en France, avec le Tablir, qui est un des réseaux islamistes les plus dangereux et qui est pakistanais. Et comme en Angleterre, il y a beaucoup de Pakistanais qui se sont infiltrés. Vous parlez de l'Angleterre, et la question justement, c'est que faire avec ces Français qui, quand ils reviennent, est-ce qu'il faut d'abord les contrôler en permanence, les suivre, ou même avoir une décision politique plus large? Cameron est en train de faire passer un texte en disant on déchoit de la nationalité ceux qui sont revenus ou convaincus ou confondus comme revenant d'un tourisme du djihad. Ce qui est intéressant également, c'est que Manuel Valls se saisit de ce dossier, tout est politique, parce qu'effectivement, il passe de l'épisode Dieudonné avec le bonheur que l'on assez aléatoire, puisqu'il tombe dans les sondages, peut-être à cause de cela. Il passe du dossier Dieudonné au dossier djihadiste. Le dossier djihadiste, les lycéens, attention, alerte sur. Donc il revient quelque part sur son territoire traditionnel de ministre de l'Intérieur, qu'il aurait un peu quitté avec l'affaire Dieudonné et dont il pâtit justement auprès de l'opinion. N'oubliez pas que le problème du djihadisme, des réseaux islamistes dans nos banlieues, c'est aussi le fonds de commerce, si je puis dire, du Front National. Oui, ça peut gêner M. Valls. Justement, on voit bien d'ailleurs aussi que le Front National, on en reparlera, qui justement a un faux plein en ce moment, paradoxalement, alors que toutes les raisons pour le faire monter sont là. Très bien. Tout est politique, en bref, on passe aux images de la semaine. Michael, cette semaine, vous avez noté l'embarras des ministres français au sujet de la Première Dame et de la favorite de François Hollande. Oui, on appelle ça la question Vietnam en ce moment dans les interviews, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet, l'interviewé s'embourbe. Il ne bouge plus, il est tanké parce que là, plus d'éléments de langage, plus de communicants, plus de fiches A4 bien calibrées pour dire ce qu'il faut dire. C'est laissé au talent. Donc des gens, et les résultats sont assez inégaux. On écoute, on regarde. On écoute. D'abord, elle n'est pas à sa compagne. Moi, je n'ai rien à confirmer sur ce sujet-là. Je n'ai rien à dire. C'est pas de la vie privée. Les Français payent la lanterne. Vous avez sans doute raison. Elle est jusqu'à présent la Première Dame, la compagne de François Hollande. Aucune décision n'a été prise, ne nous a été annoncée. Écoutez, ça c'est privé, j'ose dire, mais enfin, si cela vous intéresse vraiment, j'en prends évidemment. Mais en ministre des droits des femmes, tiens, on se dit, comment vous jugez en tant que ministre des droits des femmes? Ça n'est pas en qualité de ministre des droits des femmes que je prends des nouvelles, c'est en qualité de personne, tout simplement, et voilà.
Michael, éclairer notre lanterne face à... Je vais être rude aujourd'hui. C'est faux cul de la politique. Je le fais. En réalité, là, on se sent bien qu'ils ont un problème et ça devient aussi un problème politique. Pourquoi ? Parce que cet embarras se transmet aussi en lassitude et en forme de colère dans les couloirs du gouvernement en disant il faudrait quand même que ça s'arrête parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un plateau de télévision, maintenant, ça fait partie de l'agenda. La question, la clarification, c'est quand fait partie maintenant de l'agenda. D'ailleurs, on va voir même Hollande n'échappe pas donc à la question. Mais surtout, le gouvernement peut devenir inaudible. Donc ils disent qu'on règle la question et en ce moment, on se lâche pas mal dans les couloirs de l'Élysée et de Matignon avec différentes formules plus ou moins heureuses. Je vous coupe, Christian. On va d'abord écouter François Hollande, effectivement. Donc il répond à la question. Peu de discipline, Christian. Voilà, un minimum. Je vous remercie pour votre question. Valérie Trierweiler va mieux et elle se repose en ce moment à la résidence de la Lanterne. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Bon, c'est le moment où le visage se ferme. Et là, on note une petite évolution par rapport à la conférence de presse. Elle est nommée maintenant à la conférence de presse et elle se repose. Et là maintenant, Valérie Trierweiler va mieux. Donc on sent bien, mais c'est toujours aussi dur. Est-ce que vous pensez que François Hollande, qui aura rencontré le vendredi 24 janvier le pape François au Vatican, va se confesser ? Ça, j'en sais rien. D'abord, je pense qu'il vient pour une audience politique, puisqu'il rencontre quand même le chef d'État, qui est le pape, chef d'État du Vatican. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, il n'échappe pas à la comparaison avec Nicolas Sarkozy, qui à l'époque s'était rendu donc auprès du pape, alors qu'il était divorcé, et dans une situation compliquée. Là aussi, on a un président français en situation de crise conjugale qui va voir le souverain pontife. Et ce sera le mot de la fin. Merci messieurs et merci à vous tous pour votre fidélité. D'autres infos sur i24 News tout de suite.